Bienvenue sur Ultra Mental, le podcast de référence en préparation mentale dans l'univers du trail running. Ici, chaque semaine, je reçois des athlètes, des experts et des passionnés pour des échanges inspirants autour d'un même sujet: comment développer un mental solide, performant et serein sur les sentiers comme dans la vie. Vous trouverez ici des clés concrètes, des histoires puissantes et peut-être même un peu d'inspiration pour repousser vos limites. Moi, c'est Pierre, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports d'endurance et j'accompagne les sportifs, mais aussi les entrepreneurs et les dirigeants à aligner leur mental pour performer avec plus de fluidité. Allez, je vous laisse maintenant avec mon invité de la semaine. N'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo, c'est super important pour son référencement. Allez, bonne écoute. Hello, bienvenue à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi s'occuper de votre mental et de votre système nerveux aussi bien, voire plus que votre corps, et pourquoi être économe avec lui. Donc on est parti, je commence avec un chiffre. 2%, allez, entre 2 et 4%, c'est ce que représente la masse de votre cerveau par rapport à votre masse corporelle totale. Donc c'est assez peu, donc c'est 2 petits pourcents, 2, 3, 4 petits pourcents. Pourtant, il consomme à lui seul environ 20% de toute l'énergie de l'organisme au repos. Donc vous voyez un petit peu ce que ça représente, une toute petite masse et une consommation d'énergie vraiment énorme. Et qu'est-ce que consomme? Alors là, je mets directement un pas complètement à côté du thème d'aujourd'hui, mais quand même, c'est important. Qu'est-ce que consomme en exclusivité le cerveau? Du glucose, du glycogène, donc du sucre. Donc le cerveau ne fonctionne quasiment qu'avec ça. Donc quand on dit qu'il faut fonctionner avec un peu de glucides quand même un minimum, j'irai pas jusqu'à dire 90 à 120, ça on s'en fout, je laisse ça aux 0,2% d'athlètes élites. Déjà si tout le monde est arrivé à consommer entre 40 et 60%, ce serait déjà énorme et ce serait déjà parfaitement, ça serait déjà très bien. Et ne serait-ce que pour le fonctionnement de son cerveau. Je referme la parenthèse. Donc 20%, c'est ce que consomme votre cerveau au repos. Maintenant, imagine ce que ça représente sous un effort. Avec un effort, quand tu commences à prendre des décisions en rafale, quand tu es sur un petit single la nuit en train de descendre une montée sous la pluie, quand tu as plein d'informations qui arrivent, des douleurs qui montent, un ravitaillement que tu as raté, des doutes qui s'installent, de la fatigue qui arrive un peu prématurément, etc., 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 et que tu dois rester concentré heure après heure, des dizaines de kilomètres durant. Pour m'appuyer justement sur des faits concrets, je vais m'appuyer du modèle de Guillaume Millet, le chercheur bien connu des sports d'endurance et spécialiste de la fatigue, donc que beaucoup d'entre vous d'ailleurs connaissent parce qu'on a enregistré un épisode ensemble que je vous laisserai regarder et écouter surtout il y a quelques temps. Et il a proposé il y a quelques années un modèle qui, à mon sens, change absolument tout, et je m'en sers dans absolument tous mes coachings. Et donc un modèle qui a tout changé à la façon dont on peut concevoir une course. Ce modèle s'appelle le Flush Model en anglais, donc en français c'est le modèle de la chasse d'eau. Et l'idée centrale, c'est celle-ci, c'est que dans les sports d'endurance, le vrai facteur limitant, en tout cas le premier facteur limitant, n'est pas le muscle, mais c'est le système nerveux central. Donc c'est quand même complètement révolutionnaire. Pour moi, ça passe très, 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 très en dessous des radars par rapport à tous les échanges qu'il y a, tous les débats sur comment s'entraîner, avec quel modèle, pyramidal, pas pyramidal, norvégien, double seuil, etc. Mais par contre, on oublie que le facteur limitant numéro un, c'est le système nerveux. Alors aujourd'hui, on va tirer justement le fil de cette idée jusqu'au bout. Et si le docteur Millet a raison, et les données évidemment lui donnent raison, car il a fait plusieurs études et notamment des tests, beaucoup de tests terrain. Il y a une autre étude qui a été faite, qui n'est pas de lui, mais qui s'appelait l'Ultra Trail du Clécy Normandie, qui a été fait aussi par des chercheurs STAPS, il y a, allez, je dirais 3, 4, 5 ans, et qui a démontré plus ou moins la même chose. Donc voilà, alors gérer ton attention, gérer ta concentration, ta ressource mentale, ça ne devrait pas être quelque chose que tu fais en plus de la préparation physique, mais ça devrait être quelque chose de structuré exactement de la même manière. Et c'est ça un peu le propos de cet épisode-là, c'est de structurer sa préparation mentale, en tout cas de la penser de la même manière qu'on pense sa préparation physique. Pour commencer, ce fameux flush model, je vais vous expliquer un petit peu pour comprendre le cadre. L'idée, c'est que quand tu accumules de la fatigue, qu'elle soit physique ou cognitive, ton cerveau produit des déchets métaboliques. Le principal déchet, c'est l'adénosine. C'est cette molécule qui, en s'accumulant, crée cette sensation que tout le monde connaît,
cette espèce de brouillard mental où on n'est plus capable de prendre aucune décision, beaucoup de difficultés à rester focus, l'impression justement de devoir prendre une décision nous coûte extrêmement cher et prend énormément de temps. Voilà. Et comment est-ce que ce brouillard mental peut se dissiper? Principalement pendant le sommeil et particulièrement le sommeil profond. Et le cerveau dispose d'un système qu'on va appeler un système de nettoyage, le système lymphatique qui s'active surtout la nuit et qui littéralement évacue des déchets. C'est le flush, donc c'est la chasse d'eau, d'où le modèle de flush model. Et ce que Millet a mis en évidence dans ses recherches sur l'ultra-endurance, c'est que les athlètes ne finissent pas, ne tombent pas parce que les jambes lâchent. Ça, c'est ce qu'on pense. C'est quelque part le message, quand on dit souvent un peu de manière un peu grossière par rapport à un scientifique, c'est les jambes m'ont lâché et je ne pouvais plus avancer. En fait, non. Ils tombent, les athlètes, ils ralentissent, ils abandonnent parce que c'est le système nerveux central qui est à bout et qui ne peut plus envoyer de commandes aux muscles et donc aux jambes pour continuer d'avancer. Et il a démontré qu'il restait encore énormément de potentiel musculaire au moment où l'athlète dit j'abandonne, mes jambes ne me portent plus. En fait, c'est le système nerveux. Il a démontré que c'était le système nerveux qui ne pouvait plus, qui était arrivé à bout et qui ne pouvait plus envoyer de messages pour continuer d'avancer. Et ça, pour moi, c'est complètement, je dirais révolutionnaire, mais franchement, c'est le cas, quoi. C'est le cas et on n'en parle pas, mais par contre, on préfère parler de X grammes de glucides à l'heure, de 3 grammes de chaussures gagnées. Bon. Maintenant, revenons au mental. Donc, toute l'attention, le focus, c'est du carburant, quelque part. C'est un carburant qu'on va consommer. Et donc, ta capacité à te concentrer, à prendre des décisions, à gérer des émotions sous pression, à maintenir un dialogue interne constructif quand ça fait mal. Tout ça, ça puise dans le même réservoir. On n'a pas deux réservoirs d'énergie. On n'a pas le réservoir d'énergie pour le musculaire, le physio, et on n'a pas le réservoir d'énergie pour le mental. C'est le même réservoir d'énergie qui va donner de l'énergie à tout le corps dans son ensemble. Donc c'est la même ressource. Donc au final, on comprend bien que ce n'est pas qu'une question de volonté. Bien sûr que la volonté rentre en compte, mais ce n'est pas du tout qu'une question de volonté. Ce n'est pas du tout une question d'un mental fort versus un mental faible. C'est surtout une question de ressources disponibles. Et cette ressource, comme toutes les ressources, elle ne peut pas être gaspillée, mais elle doit être dépensée intelligemment pour durer le plus longtemps possible et pour prendre des décisions les plus raisonnées, raisonnables possibles. Donc la question n'est pas est-ce que tu as un bon mental? La question est plutôt est-ce que tu as un système nerveux suffisamment reposé pour exprimer ce dont il est capable de faire? Et ça, pour moi, ça change toute l'approche. Parce que si c'est une ressource, le mental, si c'est une ressource, le focus, comme du glycogène, comme ta VO2 max, alors on peut la gérer, on peut la développer, on peut l'optimiser. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Pour faire ça, je vais prendre une analogie extrêmement simple avec votre préparation physique. En trail, tout le monde comprend intuitivement la logique plus ou moins d'une préparation physique structurée. Tu t'entraînes pas de la même façon à 12 semaines de la course qu'à 3 jours de la course. Il y a des phases de montée en charge, de renforcement spécifique, d'affûtage, de relâchement, etc. Eh bien moi, je vous propose aujourd'hui d'appliquer exactement la même logique à votre préparation mentale. Avec ça, je peux vous proposer 4 phases mentales. Première phase, la montée en charge mentale, exactement comme la montée en charge physique. Donc en préparation physique, la montée en charge, c'est quoi? C'est augmenter progressivement le volume et l'intensité pour créer une adaptation. Donc on va stimuler l'hormèse pour sans cesse stimuler le corps, pour l'emmener un peu à la limite pour que l'hormèse fasse son travail et surcompense pour qu'on puisse progresser. On stresse le système pour qu'il s'adapte. Attention, toutefois, pas trop le stresser pour pas dépasser passer de l'autre côté de la barrière et casser un peu le système. Et passer dans le surentraînement et du coup créer plus de fatigue, aller au-delà des capacités de régénération de son corps. Pour le mental, c'est exactement pareil. Il s'agit de s'exposer volontairement à des situations d'inconfort cognitif. Donc ça peut être des sessions de concentration très soutenues, à travers peut-être au début de la méditation, donc c'est-à-dire en dehors de l'activité qu'on recherche au final, méditation, visualisation longue, du travail monotâche sans interruption, d'être vraiment resté focus assez longtemps, des pratiques de respiration pour apprendre justement à réguler son système nerveux sous effort, car oui, on peut redonner, on peut avoir des sortes de mini chasses d'eau
pour faire la métaphore, pour filer la métaphore avec le flush model, de 5 minutes avec des respirations très puissantes pour régénérer le système nerveux. Et du coup, si vous êtes sur, par exemple, une préparation d'un ultra, il sera très bénéfique de faire, pourquoi pas, d'essayer de faire des siestes longues, des siestes en pleine nature pour pas être surpris le jour J de dormir, d'avoir envie de dormir le long d'un sentier. Faire une sieste sur une base vie, ça se teste au moins une fois, donc c'est pour ça que les courses de préparation sont là. Essayer de gérer un peu toute cette montée en charge mentale et de grandir dans l'inconfort parce qu'on va en avoir beaucoup d'inconfort quand on va arriver sur un ultra, donc d'essayer de faire de cet inconfort un peu un terrain de jeu et de grandir sa zone de confort en fait avec ces petits inconforts progressifs. Donc on comprend bien que comme en physique, si on saute des étapes, si on veut aller trop vite, si on ne construit pas tranquillement sa montée en charge mentale et sa tolérance, on va dire, sa tolérance du son système nerveux, on peut tout simplement se cramer exactement comme le physique. On peut être nerveusement fatigué, à bout et très très mal vivre, ça se voit assez souvent, ne serait-ce que juste sa préparation. La phase numéro 2, ça sera le renforcement spécifique. Donc physiquement, le renforcement spécifique, c'est ciblé. Donc on a on va dire la PPG, le renforcement général, assez éloigné en général c'est l'hiver, assez éloigné des compètes. On parle de regainer un peu son corps, du gainage, un peu du haut du corps. Essayer de réharmoniser tout ça, de redonner un peu de tonicité. Donc voilà, on est dans la PPG. Et ensuite, plus on va s'approcher du printemps et des courses, plus on va rentrer dans du spécifique, que ce soit trail court, on va être sur des efforts courts. Si c'est du trail long, on va pas commencer à avoir des sorties longues en montagne. Si on a beaucoup de dénivelé, on va enchaîner du dénivelé, etc., etc. On va rentrer dans du spécifique. On travaille tout ce qui va être nécessaire pour être bon sur le terrain qu'on a choisi le jour J. En mental, cette démarche est absolument identique. Qu'est-ce qui va être difficile sur la course ? La gestion de la douleur dans les dernières heures, le dialogue interne, quand on va peut-être être privé de sommeil, sous une extrême fatigue. Est-ce que ça va être difficile de gérer une fatigue prématurée ? On n'imaginait pas être fatigué au 30e kilomètre sur 150, et c'est arrivé, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant qu'on a cette information-là ? Les prises de décision à prendre dans le brouillard à 3 heures du mat, quand on n'a peut-être pas mangé depuis quelques heures parce que l'estomac ne veut plus rien recevoir. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là ? C'est justement ce renforcement très spécifique qu'on va travailler en prépa mentale à l'approche, quelques mois avant des objectifs. On identifie les moments, on s'entraîne spécifiquement pour ces moments, on visualise, on fait des scénarios, on écrit, on se met en condition. On a les exercices qui sont faits exclusivement que pour ça, être capable de prendre des décisions sous forte contrainte, sous forte fatigue, gérer son dialogue interne, gérer sa motivation, gérer sa confiance sur le long terme, etc., etc. Et c'est ça le renforcement mental spécifique. Donc voilà, c'est pas un renforcement générique, c'est un renforcement qui est très ciblé sur les exigences réelles de l'épreuve en question. Phase numéro 3, on peut parler d'affûtage, comme l'affûtage dans notre plan d'entraînement. Donc 2-3 semaines avant la course, en fonction de la taille de la course, on réduit le volume. En général, on maintient l'intensité, c'est ce qui est dit dans la littérature. On maintient l'intensité, on réduit le volume de course pour garder la stimulation nerveuse présente, mais pour réduire la charge et permettre au corps de se régénérer. Donc là, on n'est plus en train de se construire, on est en train de laisser émerger, au contraire, de laisser vraiment le corps se refaire, se faire une adaptation parfaite et surtout un repos par rapport à tout ce qu'on a construit précédemment. Eh bien, avec le mental, on est dans la même logique. Concrètement, ça peut ressembler à quoi ? Ça ressemble à réduire les sollicitations cognitives parasites, moins de notifications, moins de décisions non essentielles, moins de bruit informationnel, parce qu'on peut largement réduire ce bruit dans notre quotidien, parce qu'on est bombardé absolument de partout. Peut-être, si vous avez la possibilité, vous faites beaucoup de réunions, moins de réunions qui ne mènent à rien. On a quand même une grande maladie en France qui s'appelle la réunionnite depuis des années. Des conversations qui consomment de l'énergie, peut-être du contenu qui stimule quelque chose mais qui ne nourrit rien, donc qui consomme de l'énergie mais qui ne va pas nourrir. Donc vraiment, abaisser au maximum les stimulations cognitives et les sollicitations cognitives non essentielles. Je pense qu'il faut voir ça comme un jeu. Beaucoup, quand on parle de ça, peuvent dire oui, mais je veux pas quitter, je veux pas me couper socialement, je veux pas machin.
je peux comprendre largement. Après, ça dépend. Moi, je donne une grande feuille de route. On fait ce qu'on veut avec sa vie, hein, absolument ce qu'on veut. Moi, je vois ça comme un jeu. Si pendant 2, 3 semaines, je vais réduire mes sollicitations, je trouve ça intéressant comme un petit laboratoire personnel de voir ce qui se passe dans le corps, de voir à quel point on est peut-être mieux, de maintenir une certaine routine de qualité avec le sommeil, des exercices de respiration, de voir qu'on récupère mieux, qu'on dort mieux, que peut-être on va lire un livre plutôt que de regarder une série et on voit ce qui se passe quand on lit un bouquin plutôt que de regarder des écrans. Voilà, on commence à allouer en fait cette ressource du système nerveux avant la course pour de la même manière régénérer son mental autant aussi bien que son corps. Alors évidemment, ça c'est à nuancer avec notre vie. Nos vies, on n'est pas des on est très très peu, il y a très 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 peu de personnes qui vivent de leur sport. Donc on a toute la vie qui continue de vivre à côté. Donc si au boulot vous avez un rendu très très important la veille de la course, soit vous auriez peut-être pu le préparer avant, dans ce cas-là, fallait peut-être pas choisir cette course, soit de toute façon, vous le savez que ça allait tomber comme ça, donc vous faites au mieux pour justement encore plus mettre l'accent sur les moments de détente et vous faites avec ce que vous avez. Mais en tout cas, voilà, ça n'empêche pas que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils pour venir de la même manière que vous faites votre affûtage physique, affûter votre mental en réduisant un maximum les sollicitations nerveuses et au contraire en lui donnant de la nourriture, on va dire, à votre mental, calme, sereine, paisible pour le régénérer, pour le faire se sentir le mieux possible, le plus tranquille possible. Et donc phase numéro 4, le relâchement pré-course. C'est exactement la même chose. Quand tout s'est très bien passé, qu'on a fait un bel affûtage avec une montée en charge progressive dans les mois précédents, etc. Quelques jours avant, en général, des 2, 3 jours avant, on se sent un peu léger. Là, quand on va tourner les jambes à l'approche de la course, on sent qu'on en a sous la pédale. On sent qu'on est capable de faire des trucs. Il y a un mois, qu'on faisait des trucs énormes. Donc là, on sait qu'on est frais, qu'on a fait du frais, comme on dit, et qu'on a l'énergie dispo. Et le mental, c'est un peu la même chose. Les derniers jours, on construit rien du tout. On n'est que en recharge. On recharge, on recharge, on recharge, on se préserve. Et là encore, je finirai avec le flush model du docteur Millet qui prend tout son sens. Un sommeil profond, le plus long possible ces nuits-là, faire du sleep banking au maximum, encore plus si vous vous alignez sur des épreuves type ultra trail, Tour des géants, diagonale des fous, vous allez rester peut-être 2 nuits dehors, voire plus. Faites du sleep banking, essayez. Donc le sleep banking, encore une fois, désolé c'est de l'anglais, c'est de mettre du sommeil en banque le plus possible. Si vous avez l'habitude de dormir 7 heures par nuit en moyenne, essayez 8 les 2 à 3 semaines avant. Et essayez de vous y tenir. Et plus vous approchez de la course, essayez de rajouter, essayez 9. Et faites ce que vous pouvez avec votre emploi du temps, encore une fois, mais essayez de faire ça. Vous mettez du sommeil en banque et vous verrez ce que ça peut faire sur l'organisme de dormir plus et mieux. C'est révolutionnaire, ça vaut tous les entraînements du monde. Le sommeil profond, c'est littéralement le nettoyage du réservoir, la vidange complète avant de pouvoir justement le remplir de nouveau et surtout qu'il ne se remplisse pas trop vite. Parce que si on arrive justement au début de la course, le jour du départ, avec un système nerveux déjà ultra sollicité, très stimulé et déjà bien bien activé, il reste plus beaucoup de place. On s'énerve vite, on perd vite le fil de sa course et c'est comme ça qu'on peut un peu gâcher le truc. Voilà ce qu'il faut faire, continuer comme ça sur cette dernière phase pour avoir le système nerveux le plus tranquille possible et pour ne pas consommer trop d'énergie. Comment on peut traduire ça en pratique? Je vais te proposer 3 choses assez simples, 3 sortes de prises de conscience que tu peux commencer à faire dès maintenant. En un, auditer sa charge mentale, pas seulement sa charge physique. La plupart des trailers suivent un plan d'entraînement avec attention, peut-être que tu n'en suis pas, mais voilà, tu fais quelque chose, en tout cas, tu ne le fais pas dans le vide. Tu peux monitorer de la même manière ta charge mentale avec plein d'outils maintenant. J'en ai parlé, j'en ai fait une vidéo YouTube aussi sur, par exemple, comment la Garmin peut t'aider à relâcher un peu le système nerveux avec le mode, les exercices de respiration. C'est très très bien, très simple et très bien. Combien d'entre nous évaluent leur charge mentale dans les semaines qui précèdent une course? Quasiment personne. Le stress pro, les décisions difficiles, des conflits relationnels pro ou même perso, le manque de sommeil peut-être chronique qu'on tient depuis des mois et des mois et des mois parce que ce qui est génial avec notre sport, c'est on a des personnes qui travaillent déjà beaucoup
Et en plus de travailler, qui sont déjà très fatigués par leur travail, vont dépasser les horaires ou vont rogner sur leur sommeil pour se lever plus tôt et aller courir, ou se coucher plus tard pour aller courir après le boulot. Et là, on rentre dans un cercle incroyable où, certes, on va peut-être arriver à faire quelque chose, mais on va le faire dans un état catastrophique où on va rogner sur la ressource la plus importante de notre entraînement, c'est-à-dire le sommeil. Et ça, quand on commence à avoir un manque de sommeil chronique, on peut basculer très vite dans du pas cool du tout, avec beaucoup de complications. Et ça peut peser très, très lourd sur le système nerveux. Et là, on ne parle pas juste de rater sa course, on peut parler de problématiques bien plus graves. Donc posez-vous la question honnêtement, est-ce que mon système nerveux est en train de récupérer en ce moment? Juste déjà d'essayer de prendre conscience du truc va vous aider à passer à l'action sur des choses très concrètes. J'ai pas besoin de vous faire une liste de plein de trucs, de toute façon j'en aurai pas le temps ici, mais ne serait-ce que de prendre conscience, c'est toujours le premier pas de se dire: «Ah ouais, non, là je suis en train de faire un truc qui me consomme et qui sert à rien du tout, donc je le fais pas». Et on évacue petit à petit ces choses-là. Donc voilà, ça c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, traitez votre sommeil et surtout votre sommeil profond comme une séance d'entraînement. Vraiment, le nettoyage du cerveau, la consolidation de tout ce qu'on apprend la journée, la régénération du système nerveux, des tissus, du physique, tout ça, ça se joue la nuit et principalement dans les phases de sommeil profond. C'est pas juste un petit bonus en plus, c'est la base de tout. C'est le bas de la pyramide, le socle. C'est pas quelque chose qu'on devrait compresser dans un planning qui déborde. C'est pas ça qui devrait sauter en premier. Et en période d'affûtage, un mauvais sommeil peut être bien plus grave qu'une séance ratée. Donc protégez votre sommeil comme une séance clé, avec la même rigueur, avec la même intention. Essayez de prendre autant en considération votre sommeil que la séance la plus importante de la semaine ou votre week-end shock, votre sacro-saint week-end shock. Tous les soirs, c'est un week-end shock pour votre système nerveux. Et 3, simplifiez. Chaque décision, essayez de la faire de manière la plus simple possible, la moins coûteuse possible, même les petites. Les toutes petites décisions, qu'est-ce qu'on mange, quelle réponse est-ce que je vais apporter à ce message, qu'est-ce que je réponds, comment je vais traiter mes mails, dans quel ordre je vais prendre ma journée. Ça s'appelle de la fatigue décisionnelle, elle est réelle, on va encore pas développer ça ici, on pourrait en passer des heures. Mais cette fatigue décisionnelle est très importante. Chaque décision, pour certaines personnes, consomme énormément d'énergie. Rappelez-vous du ratio 20% d'énergie consommée par le cerveau alors qu'il représente que 2% de votre poids de corps. C'est absolument colossal et ça, c'est juste au repos. Donc, quand on commence à avoir des prises de décision, c'est le cerveau qui va consommer le plus de tout dans tout notre corps. Et dans les jours qui précèdent une course importante, le plus possible, on réduit le nombre de décisions si on peut le faire, on simplifie au maximum, on automatise peut-être ce qui peut l'être. Si on a une conjointe, on lui demande peut-être de faire un petit peu plus. Et déjà, alors bon courage, parce que déjà que vous vous êtes tapé une prépa où vous étiez peut-être pas beaucoup à la maison, si en plus les derniers jours vous lui demandez d'en faire encore plus, bon courage. Mais en tout cas, vous avez le schéma global et chaque micro-décision évitée, chaque bonne prise de décision et de l'énergie cognitive préservée, c'est du carburant nerveux que vous gardez en réserve pour le moment qui compte le plus. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai essayé de garder ça le plus court possible parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et on pourrait en parler des heures. Donc l'idée principale, sport d'endurance, le vrai limitant, contrairement à ce qu'on imagine, c'est le système nerveux central. C'est pas une métaphore, c'est vraiment le système nerveux central qui décide en premier de couper les vannes et de couper les jambes. C'est pas l'inverse. Si on prend cette idée au sérieux et vraiment au sérieux, alors on peut plus se permettre de traiter son mental comme un petit truc à côté, comme quelque chose de marginal qu'on fait comme ça un petit peu. J'ai fait une visualisation de ma course avant le départ, c'est top, j'ai fait de la prépa mentale. C'est pas du tout ça. Prenez-le au sérieux, faites-le de la même manière, calez ça sur votre entraînement, de la même manière que vous avez des cycles de montée en charge de récup, faites la même chose avec votre mental, des cycles de montée en charge, des cycles de récup. Je vous ai expliqué ça. Plutôt que de m'écouter si vous acquiescez ou pas, déjà mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout mettez-le en pratique pour me dire ce que vous en avez pensé et ce que vous avez senti. Et c'est ça le plus important. Mettez en pratique ce que vous pouvez lors de votre prochaine course. Écoutez, on est au mois de juin. Il y a des courses, il y a des centaines de courses tous les week-ends. Il y en a de partout, en montagne, en plaine, sur les côtes. Il y en a de partout. Mettez en place ça, même si c'est 2, 3, 4 jours avant.
On met son système nerveux au repos, on se pose des questions. Est-ce que je me suis bien préparé sur mon physique? Oui, non, peut-être. Est-ce que j'ai bien préparé mon système nerveux? Est-ce que je suis calme? Est-ce que je suis reposé? Est-ce que mon réservoir d'attention est déjà plein? Est-ce que mon système nerveux est déjà rempli à ras-bord alors que je me prépare sur la course? On a chacun besoin de choses différentes. Certains ont besoin de se mettre dans leur bulle avec des écouteurs et limite à respirer tranquillement avant le départ. D'autres ont besoin de s'amuser avec des copains, de discuter, de blaguer. Ça les aide à vider le réservoir et à être tranquille. Posez-vous juste cette question et déjà rien qu'en se posant la question, il y a un grand pas qui est fait vers la suite que vous pourrez mettre en place si vous en avez envie. Allez, je vous laisse là. Je vous dis à jeudi dans un prochain épisode et on reçoit la semaine prochaine encore un athlète de qualité. Ne le ratez pas. Merci pour votre attention et à jeudi prochain. Salut. Cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous a inspiré ou apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, contactez-moi directement via mes différents canaux. Le premier entretien découverte est gratuit. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur Instagram et LinkedIn. À la semaine prochaine dans un prochain épisode d'Ultra Mental.